Bonjour à toutes et tous, bienvenue à Neuropsy. Et aujourd'hui, je vais vous parler de régénération chez la grenouille, de cellules souches, et est-ce qu'on peut réveiller ces cellules souches chez des patients atteints de maladies neurodégénératives de la rétine. Mais pour commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai pensé qu'il était important de présenter quelques bases en biologie sur les cellules, en particulier sur les cellules souches, sur le processus de régénération et en particulier la régénération de la rétine. Et une fois que vous aurez ces bases, je vais vous parler un peu plus et partager les études que l'on fait au laboratoire, partager avec vous des résultats que l'on obtient dans le domaine de la recherche fondamentale, mais qui ont des applications potentielles dans le domaine de la thérapie régénérative. Je vais également partager avec vous des études que l'on mène sur une autre approche de thérapie qui est la thérapie génique, toujours dans le domaine des maladies neurodégénératives de la rétine. Et j'ai pensé aussi élargir en vous présentant des travaux qui ne sont pas faits ici au laboratoire, mais qui complètent un peu une vision large de ce qui se fait dans le domaine de la thérapie dans ce domaine, qui est la thérapie optogénétique. Alors, pour commencer, la cellule. Notre corps est constitué d'un bon paquet de cellules, 30 000 milliards. D'accord ? Si on revient quelques années en arrière et qu'on se dit d'où viennent toutes ces cellules, elles viennent toutes d'une seule cellule, qui est l'ovocyte, qui a été fécondé par un spermatozoïde. D'accord ? Donc, comment on passe d'une seule cellule à ces 30 000 milliards de cellules ? Ça passe par des divisions cellulaires qu'on appelle la mitose, où une cellule va se diviser en 2 cellules, qui vont elles-mêmes se diviser en 4 cellules, en 8 cellules, etc., etc. Et on dit que la mitose, c'est une cellule qui va donner 2 cellules filles identiques à la cellule mère. D'accord ? Cette cellule, la toute première, l'ovocyte fécondé par un spermatozoïde, contient de l'ADN qui rend son identité génétique, de l'ADN qui comprend donc pour moitié de l'ADN qui provient de votre mère, l'autre moitié qui provient de votre père. Et cet ADN, vous savez, c'est le code génétique, qui code des gènes dans notre cellule. On a environ 25 000 gènes. Et donc, comme je vous ai dit que pendant les divisions cellulaires, une cellule donnait 2 cellules identiques à la cellule mère, et ce, à chaque division cellulaire, vous comprendrez que toutes nos cellules ont le même ADN, celui qui était compris dans cette cellule unique au départ. Donc, si vous imaginez ce qui se passe, une cellule donne 2 cellules, etc., etc., qui toutes ont le même ADN, on devrait être un gros paquet de 30 000 milliards de cellules, toutes identiques les unes aux autres. Or, vous savez que ce n'est pas le cas. On a des cellules d'ongles au bout du doigt, on a des neurones dans la tête, donc des cellules avec des positions différentes, des formes différentes, des fonctions différentes. On peut dire qu'on a dans le corps humain environ 200 grands types de cellules. Donc dans le cerveau, des neurones, des cellules de peau, des cellules musculaires, etc., etc. D'accord ? Mais alors, comment ces cellules se distinguent alors qu'elles ont le même ADN ? C'est là qu'il faut comprendre la notion d'expression de gènes. On dit qu'un gène, il s'exprime, il a de la voix, il s'exprime, c'est-à-dire qu'il va coder pour une protéine qui va avoir une fonction, ou il peut ne pas s'exprimer. Ça veut dire que dans une cellule donnée, des gènes vont s'exprimer et d'autres non. Par exemple ici, le gène A, je vous ai donné des exemples, le gène A il va s'exprimer, c'est-à-dire qu'il va être allumé, il va être fonctionnel dans différents types de cellules. Par contre ici, le gène B il va s'exprimer dans la peau, mais pas dans le muscle ou le cerveau. Le gène C, lui, il va être dans le cerveau, le gène D, il va être spécifique du muscle, etc., etc. Ça veut dire que chaque cellule a une combinaison de gènes qui s'expriment et d'autres qui ne s'expriment pas. Et c'est ça qui rend la spécificité de chaque cellule. Si vous avez compris ça, vous avez compris les grandes questions qu'on se pose en biologie du développement, à savoir comment, à partir d'une cellule avec un type d'ADN, on arrive à générer tout un tas de cellules avec des positions, des fonctions, des formes différentes. D'accord ? On peut donc passer aux cellules souches. Qu'est-ce qu'une cellule souche ? C'est en fait une cellule qui est justement à l'origine de toutes ces cellules spécialisées. Donc au cours de l'embryon, les toutes premières cellules, elles ont cette capacité de se diviser et de générer tous ces autres types cellulaires.
Donc ce sont ce sont des cellules très spéciales puisqu'elles ont ce potentiel à produire tout un tas de différents types de cellules. Donc ça, ce sont les cellules dont on vient de parler, qui sont les premières au cours du développement, les cellules souches embryonnaires. Mais il faut savoir que chez l'adulte, on a aussi des cellules souches. Dans certains tissus, là il y a un exemple de cellules souches sanguines dans notre moelle osseuse, on a des cellules qui, même à l'état adulte, sont capables de se diviser et de générer différents types de cellules. Alors plus restreints, les cellules souches sanguines ne vont donner que des cellules sanguines. On a des cellules de différents tissus qui ne vont donner que les cellules de ce tissu dans lesquelles elles résident. D'accord ? Et ça sert à quoi ? Ça sert au renouvellement, parce qu'on a un certain nombre de cellules qui meurent quotidiennement. Il faut savoir, par exemple, dans la paroi de votre intestin, les cellules, en 4 jours, la muqueuse est complètement éliminée, et il faut donc que des cellules souches soient capables de les remplacer au fur et à mesure. En 4 jours, toutes les cellules que vous avez là aujourd'hui auront disparu et seront remplacées par de nouvelles cellules. Pour la peau, par exemple, vous savez qu'il y a des cellules qui meurent quotidiennement. Là, c'est en 1 mois. Toutes les cellules que vous avez aujourd'hui sur votre peau, dans 1 mois, auront été complètement remplacées grâce aux cellules souches de peau qui, quotidiennement, se divisent, s'auto-renouvellent et génèrent ces nouvelles cellules pour remplacer les cellules mortes. Donc, ces cellules souches, à l'état adulte, elles ont un rôle essentiel dans le renouvellement de nos tissus dont les cellules meurent quotidiennement. D'accord ? Donc, un rôle de renouvellement. Également, elles peuvent avoir un rôle de réparation. Vous savez que si vous vous blessez légèrement, grâce aux cellules souches, la blessure va rapidement les cellules vont être régénérées, de nouvelles cellules vont remplacer ces cellules qui auraient été abîmées ou alors évidemment, ça marche si la blessure est légère. La régénération marche de moins en moins, plus la blessure est profonde, plus il va y avoir une cicatrisation, donc les cellules souches n'arrivent plus très bien à remplacer les cellules qui meurent. Et évidemment, si on vous coupe le bras, amputation de la jambe entière, là, les cellules souches, elles n'y arrivent plus. Elles n'y arrivent plus chez nous, chez l'homme. Mais il y a des espèces qui arrivent très très bien à régénérer, même un membre entier. C'est le cas d'un certain nombre d'amphibiens. Ici, je vous mets l'exemple d'un petit axolote, une espèce de salamandre, qui là, quand on fait une amputation du membre, toutes les cellules arrivent à régénérer et il y a une reconstitution d'un membre comme celui qui était avant amputation. Donc évidemment, ça montre que là, on pourrait s'intéresser vraiment dans le domaine de la médecine régénérative. On pourrait dire, mais comment ça fonctionne chez ces espèces-là pour essayer de comprendre comment activer davantage nos propres cellules souches qui, elles, ne sont pas capables de faire tout ça. Donc en médecine régénérative, on s'intéresse beaucoup aux mécanismes qui sous-tendent cette régénération chez des espèces où ça marche, pour essayer de voir si on n'arriverait pas à régénérer davantage nos tissus dans des cas de dégénérescence de différents organes. Jusqu'à maintenant, je vous ai parlé d'organes où la régénération, où le renouvellement des cellules marchait, plus ou moins bien, on l'a vu sur 11 espèces, mais où il y avait un renouvellement constant, comme dans le sang, la peau, l'intestin, etc. Mais il existe des organes où là, ça marche pas ou très très peu, parce qu'il n'y a pas ou très très peu de cellules souches. C'est le cas du cerveau, du cœur et de la rétine, qui va faire l'objet, du coup, de la suite de mon exposé. Qu'est-ce que la rétine ? La rétine, c'est, on va dire, comme un petit bout du cerveau. En effet, il contient des neurones, comme dans le cerveau, et ce qui permet de capter la lumière et de transporter cette information jusqu'au cerveau pour que le cerveau puisse percevoir l'image qui a été réceptionnée par la rétine. Et comme je vous disais, il n'y a pas de cellules souches dans la rétine. Ça veut dire que les neurones que vous avez aujourd'hui dans votre rétine, ce sont ceux que vous aviez depuis votre enfance, qu'il faut garder pendant toute votre vie. Donc,
totalement différent de ce qui se passe dans vos intestins ou la peau, où je vous ai dit, là, ça se renouvelle tous les mois, il y a des nouvelles cellules. Là, dans la rétine, non. Les photorécepteurs, on va voir tout de suite les types de neurones qu'on a dans notre rétine, il faut les garder pendant toute notre vie, parce qu'il n'y a pas de cellules souches qui seraient capables de les remplacer. Il n'y a pas de renouvellement quotidien, on garde les mêmes cellules toute notre vie. Alors, de plus près, cette rétine, elle contient différents types de neurones organisés en couches, et on va parler en particulier des photorécepteurs, les cônes et les bâtonnets, qui sont les cellules, les cônes qui perçoivent la vision de jour et la vision centrale, et les bâtonnets, la vision de nuit et la vision plus périphérique. Comme je vous le disais, si les neurones meurent, ici les photorécepteurs, donc la couche de cellules jaunes ici disparaît dans différentes maladies neurodégénératives, on va en parler. Donc si ces cellules disparaissent, cela conduit à une perte de la vision. Il n'y a pas de remplacement possible dû à l'absence de cellules souches. Et cela conduit donc à des pertes de vision. Selon le type de cellules qui meurent, on va avoir différents types de pertes de vision. Ici, par exemple, les rétinites pigmentaires, ce sont des maladies dégénératives de la rétine qui sont héréditaires et qui touchent en premier les bâtonnets. Et donc, on aura une vision périphérique ici qui disparaît petit à petit, et ce qu'on appelle une vision en tunnel. Il n'y a plus que la vision centrale qui persiste. Au contraire, la DMLA, donc la dégénérescence maculaire liée à l'âge, ça va toucher préférentiellement les cônes, donc la vision centrale. Et donc, il y aura une tache ici dans le champ visuel central. Aujourd'hui, il n'y a pas ou peu, on va voir un cas tout à l'heure, de traitement pour soigner ces maladies. Il y a certains traitements qui permettent de réduire la progression de la maladie, mais aucun traitement pour soigner les personnes atteintes de ces dégénérescences, rétiniennes. Juste un mot pour vous rendre compte de l'ampleur du problème. La DMLA, par exemple, ça touche des millions de personnes dans le monde. Il faut savoir qu'au-delà de 60 ans, c'est quasiment une personne sur 4 qui est touchée par une telle dégénérescence de la rétine. Donc nous travaillons sur les cellules souches et les processus de régénération. Évidemment, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas, à partir du moment où les photorécepteurs, donc ces cellules en jaune ici, disparaissent, est-ce qu'on ne pourrait pas les remplacer grâce à des cellules souches? Et c'est ce sur quoi un certain nombre de laboratoires travaillent, où la première idée était de manipuler ces cellules souches. Je vous ai dit qu'elles ont la capacité de donner n'importe quel type de cellules. Donc on peut, en culture, les cultiver et les faire générer des cellules spécifiques de rétine, les cellules qui manquent des photorécepteurs, les cônes, les bâtonnets, et les réimplanter chez un patient pour remplacer les cellules mortes. Alors, sur le papier, ça a l'air joli. Et effectivement, j'ai envie de dire, il y a eu, dans le domaine de la recherche, il y a eu des hauts et des bas. Donc, il y a eu beaucoup d'espoir. Il y a eu des essais chez l'animal qui étaient très concluants. Et puis, petit à petit, on se rend compte, mais il y a des effets indésirables, il y a des choses qu'on ne comprend pas, l'intégration n'est pas super efficace. Et donc, selon le type de cellule qui va être réimplantée, les résultats sont très divers. Néanmoins, il y a certains types de cellules que l'on peut réimplanter et qui offrent beaucoup d'espoir et qui sont aujourd'hui au stade clinique. Donc, il y a plusieurs projets d'essais cliniques dans le monde, et je voudrais juste mentionner un qui a lieu en France, grâce à des travaux d'Olivier Gouraud à l'Institut de la Vision et de Christelle Monville à l'Institut iStem à Évry, qui ont donc validé certaines de ces approches de transplantation de cellules issues de cellules souches, et qui ont été concluants chez l'animal. Et aujourd'hui, il y a des essais cliniques de phase 1-2 qui sont en cours. Mais je m'arrêterai là parce que, justement, comme c'est en cours, on n'a pas encore assez de recul pour vous dire si cette approche va vraiment prouver une efficacité. Ce sont des approches délicates puisqu'elles nécessitent d'injecter dans la rétine ces cellules-là. Donc, ce sont de la chirurgie qui est quand même délicate et il faut voir les effets à long terme. Nous, au laboratoire, on a eu une autre approche. Plutôt que manipuler les cellules en culture,
on s'est demandé, est-ce qu'on ne pourrait pas réveiller nos propres cellules souches? Est-ce qu'on ne peut pas trouver quelque part des cellules souches que l'on pourrait activer pour remplacer sans avoir à transplanter des cellules cultivées in vitro? Pourquoi est-ce qu'on a eu cette idée? C'est parce qu'on travaille sur une grenouille qui s'appelle le xénope. Ce xénope, en fait, nous, on travaille, ici, je vous montre le cycle de vie de cet animal. On travaille, nous, sur les stades têtards. Et en fait, on a généré chez le têtard un modèle de rétinite pigmentaire, donc cette maladie dont je vous ai parlé, où les photorécepteurs à bâtonnets dégénèrent progressivement chez les patients atteints de cette maladie. On a généré ce type de maladie chez cette grenouille grâce à la méthode CRISPR. Je ne sais pas si vous avez entendu dans les médias, ils parlent de ciseaux moléculaires. C'est une technique qui permet d'aller créer des mutations dans l'ADN à l'endroit que l'on décide. Et là, on a décidé de cibler le gène de la rhodopsine. Pourquoi? Parce que chez ces patients, je vous ai dit, c'était des maladies héréditaires dont on connaît le gène qui est muté. Donc, on a créé une mutation dans ce gène rhodopsine qui est muté chez certains patients atteints de cette maladie. Voici une illustration pour vous montrer l'efficacité de cette approche. Chez un petit têtard sain, on voit sur une coupe de rétine en vert les photorécepteurs qui sont bien alignés, tous présents les uns à côté des autres. Et chez ce mutant de la rhodopsine, ces photorécepteurs disparaissent parce qu'ils dégénèrent, comme chez un patient atteint de rétinite pigmentaire. Donc cela fait un bon modèle d'étude et on a généré d'autres types de modèles de ce type-là au laboratoire. Et ce qu'on a observé... Non, attendez, oh, ça a été trop vite, il ne faut pas vous spoiler. Voilà l'individu sain. À nouveau, vous reconnaissez les photorécepteurs en vert bien alignés chez le têtard sain. Chez le têtard atteint d'une maladie neurodégénérative de la rétine, les photorécepteurs disparaissent. Et ce qu'on a observé, c'est que quelques semaines plus tard, les photorécepteurs réapparaissent bien alignés comme un individu sain. Ça veut dire que le têtard, lui, est capable de régénérer sa rétine. Comment est-ce qu'il s'y prend? Je vous remonte ce schéma de la rétine, parce qu'il y a un type de cellule dont je ne vous avais pas parlé tout à l'heure, qui est cette grande cellule ici, qui s'appelle la cellule de Muller. Ce n'est pas un neurone, c'est une cellule gliale. Et cette cellule-là, en cas de dégénérescence chez le xénope, elle se met à se transformer en cellule souche. Donc c'est une cellule qui normalement a tout un tas de fonctions pour dans la rétine, pour le bon fonctionnement de la rétine, mais en cas de dégénérescence, elle se transforme en une cellule souche. On parle de reprogrammation. Ça veut dire que les gènes, vous avez retenu tout à l'heure, il y a des gènes qui s'expriment, d'autres qui sont éteints. Dans une cellule de Muller, il y a une certaine combinaison de gènes exprimés, de gènes non exprimés. Eh bien, en cas de dégénérescence, cette combinaison va se transformer. Certains gènes allumés vont s'éteindre, certains gènes éteints vont s'allumer, pour faire en sorte que cette cellule ressemble, du coup, à nouveau à la cellule souche qui, elle, est capable de se diviser, de proliférer et de régénérer des photorécepteurs dans la rétine. Donc, le xénope répare sa rétine parce que ces cellules de Muller sont capables de se reprogrammer en cellules souches et la cellule souche fait ensuite son travail pour régénérer les cellules qui avaient été dégénérées. Alors, est-ce que ces cellules de Muller sont présentes que chez le xénope et pas dans notre rétine ou dans la rétine des mammifères en général? Eh bien, si, ces cellules-là sont présentes. On trouve des cellules de Muller également dans la cellule, dans nos rétines, donc chez l'homme, chez la souris, chez les mammifères en général. Ces cellules-là sont présentes. Mais en cas de dégénérescence, c'est cette première étape qui ne se déclenche pas. Ces cellules de Muller, elles ne sont pas capables, spontanément, chez nous, de se reprogrammer en cellules souches. Et donc, ce qu'on se dit au laboratoire, c'est comme on voit que c'est possible chez le xénope de régénérer à partir des cellules de Muller, étudions et disséquons les mécanismes qui permettent cette régénération pour ensuite pouvoir trouver
les gènes, les molécules qui sont impliquées dans ce mécanisme pour pouvoir aller les réveiller chez la souris, en premier pour tester dans le modèle de la souris sur laquelle on travaille, pour potentiellement avoir des retombées en thérapie régénérative chez les patients atteints de maladies neurodégénératives de la rétine. Comment est-ce qu'on s'y prend pour étudier les mécanismes chez le Xénope? Je voudrais partager avec vous quelques-unes de nos recherches que l'on mène au laboratoire dans ce domaine. Donc pour commencer, on va justement s'intéresser à des gènes qui s'expriment dans ces cellules de Muller. Vous l'avez compris, des gènes qui s'expriment dans une cellule, c'est que là, ils ont un rôle à jouer dans ces cellules de Muller. Et là, on a trouvé un gène qui s'appelle YAP, qui est présent dans quelques cellules de la rétine que vous voyez en vert ici. Et quand on compare ce marquage vert avec un marquage rouge dont on sait qu'il marque spécifiquement les cellules de Muller, eh bien on se rend compte sur cette image à droite où il y a les marquages superposés rouge et vert, on se rend compte que toutes ces cellules de Muller rouges sont aussi vertes. Ça veut dire que ce gène YAP est spécifique des cellules de Muller. Et donc nous nous sommes demandé, est-ce que ce gène pourrait avoir un rôle dans le potentiel de régénération que présentent ces cellules de Muller? Comment on fait dans ce cas-là pour savoir si un gène a un rôle dans un processus biologique? Ce qu'on fait classiquement au laboratoire, c'est qu'on va bloquer ce gène, bloquer sa fonction ou éliminer ce gène et voir l'impact que ça aura sur ce processus de régénération pour en déduire la fonction qui joue normalement. D'accord? Et donc c'est ce qu'on a fait. On a utilisé un moyen pour éliminer la fonction de YAP. Je vous explique ce que vous devez voir sur cette diapositive. On fait une lésion rétinienne. Alors ici, ce n'est pas le modèle que je vous ai montré tout à l'heure. Là, c'est une petite lésion, ce qui fait que vous voyez tous les photorécepteurs bien alignés. Et là, il y a une petite interruption parce que là, les photorécepteurs ont été abîmés. Et dans ce contrôle, du coup, vous voyez plein de cellules rouges qui se mettent à s'activer. C'est quoi? C'est les cellules de Muller qui se transforment en cellules souches qui prolifèrent pour aller régénérer cette petite partie de la rétine qui a été abîmée. D'accord? Que voit-on quand la fonction de YAP est bloquée? Il y a cette lésion ici, et dans la rétine, il n'y a quasiment pas de cellules rouges. Ce graphe vous montre la quantification. Il y a une très forte baisse de ces cellules de Muller qui se remettent à s'activer. Ça suggère quoi? Ça suggère que ce gène YAP était essentiel pour les cellules de Muller, pour proliférer, pour se reprogrammer en cellules souches, proliférer et régénérer la rétine. Donc on se dit super, on est tombé sur un gène là vraiment qui joue un rôle clé dans la régénération. Est-ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser pour aller réveiller les cellules de Muller dormantes des mammifères? Donc là, comment on s'y prend? On fait l'inverse. Là, pour savoir si ce gène était important, on l'avait éliminé et on regarde ce que ça fait sur la régénération. Là, chez la souris, où les cellules de Muller normalement sont dormantes, elles ne se réveillent pas, on va rajouter du YAP, on va surexprimer ce gène YAP, et on va voir si ça peut avoir des conséquences sur le comportement de ces cellules de Muller. Donc on prend des rétines de souris qu'on cultive à plat, là c'est une petite rétine à plat, sur lesquelles on va surexprimer le gène YAP. Et là, ce qu'on observe, donc en rouge, il y a les cellules qui prolifèrent, dans un contrôle, il y en a très très peu. Quand on rajoute du YAP, il y a un tapis là, de cellules rouges. Cette quantification montre que parmi les cellules de Muller, il y en a quasiment 80% qui se mettent à proliférer. Elles se prennent pour des cellules de Muller de Xénope. Elles se sont remises à proliférer activement, alors que spontanément, elles ne le faisaient pas. D'accord? On en conclut quoi? Je récapitule ce que je viens de partager avec vous. Le gène YAP est donc un facteur clé pour la régénération chez les amphibiens, chez le Xénope, parce que quand on l'élimine, ces cellules de Muller restent dormantes. Et au contraire, c'est un facteur clé pour réveiller le potentiel de régénération des cellules de Muller chez la souris, qui normalement restent dormantes, mais quand on rajoute du YAP, alors là, elles se réveillent et elles se mettent à proliférer. J'espère que c'était clair. Donc, les perspectives dans le domaine, je viens de vous montrer
qu'on a réussi à trouver une molécule, et dans le monde, il y a d'autres équipes qui ont trouvé d'autres molécules essentielles là, pour cette phase de sortie de quiescence, on dit sortie de dormance, ces cellules de Müller des mammifères qui sont dormantes, on a réussi à trouver des gènes essentiels et des molécules qui permettent de réveiller ces cellules-là et de les mettre à faire en sorte qu'elles prolifèrent. Par contre, la régénération, ce n'est pas que sortir de dormance et proliférer. Ce n'est pas comme ça qu'on va régénérer les neurones. Donc la régénération, c'est un processus complexe qu'on peut découper en plusieurs phases. Il y a cette phase de remise en prolifération, mais après, il faut que ces cellules-là continuent leur travail et aillent régénérer, se différencient en neurones de la rétine et que ces neurones de la rétine s'intègrent dans le circuit pour permettre le fonctionnement normal de la rétine. Donc ça veut dire que là, en termes de médecine régénérative, dans nos laboratoires, on a réussi cette première étape et il faut qu'on étudie davantage ce qui se passe chez le xénope et chez d'autres modèles qui régénèrent pour comprendre ce qui se passe dans la seconde phase pour régénérer les neurones. D'accord ? Donc, il y a besoin encore de nos travaux pour comprendre la suite. Donc, je vous ai parlé de médecine régénérative dans des cas de stade très avancé de la rétine, où là, effectivement, les cellules ont déjà disparu, et donc ce qu'il faut, c'est de la thérapie cellulaire ou médecine régénérative pour remplacer ces cellules mortes. Mais, est-ce qu'on ne pourrait pas intervenir plus tôt dans la progression de la maladie, à un stade où il reste encore des cellules? Par exemple, ici, à un stade précoce de la maladie, certains photorécepteurs sont dégénérés, mais vous voyez qu'ici, il en reste encore quelques-uns. Et là, effectivement, on pourrait avoir d'autres idées d'approche thérapeutique. Là, il n'y a pas besoin de remplacer ces cellules quand elles sont encore là. On pourrait essayer de trouver des pistes pour les préserver plus longtemps, pour éviter qu'elles ne meurent, pour des facteurs de survie ou des facteurs de anti-mort, j'ai envie de dire. Ou est-ce qu'on ne peut pas, pour les maladies héréditaires, utiliser la thérapie génique? C'est ce dont je vais vous parler tout de suite. Qu'est-ce que la thérapie génique? La thérapie génique, c'est que dans une cellule où un gène est muté et donc non fonctionnel, on peut introduire le gène équivalent mais sans la mutation pour essayer de restaurer sa fonction. Comme les rétinites pigmentaires sont d'origine génétique, on pourrait essayer de remplacer le gène muté par ce gène fonctionnel pour essayer, donc avant que les cellules ne meurent, évidemment, si les cellules sont déjà mortes, ça ne va servir à rien d'insérer ce gène-là. Mais à un stade où les cellules ne sont pas encore mortes, si on leur insère le gène fonctionnel, on pourrait éviter le dysfonctionnement de ces cellules. Là, c'est la première approche de thérapie génique qui a été validée en France et en Europe en général et aux États-Unis en 2018 contre une maladie héréditaire de la rétine. Premier médicament qui s'appelle le Luxturna et qui vise là à insérer dans la rétine ce médicament qui contient le gène RPE65. Ça veut dire qu'il ne cible que les patients atteints de rétinite pigmentaire ou d'amorose congénitale de Leber. Il y a plusieurs types de maladies associées à ce gène, donc qui toutes touchent la rétine, mais qui ont des mutations dans ce gène RPE65. Puisque évidemment, là, cette thérapie génique, ça ne s'applique pas à tous les patients, c'est on va remplacer le gène RPE65 chez des patients dont le gène RPE65 est déficient. D'accord ? Pour la petite anecdote, c'est l'un des médicaments les plus chers au monde. Je vous ai mis le prix ici en dollars, c'est à peu près, en France, je crois que c'est 350 000 euros pour un œil, donc 700 000 euros pour les deux yeux. Comme cette thérapie ne s'applique que aux patients qui ont cette mutation, ça serait très simple si tous les patients atteints d'amorose congénitale de Leber ou de rétinite pigmentaire étaient mutés dans le même gène. Évidemment, c'est plus complexe que ça. On connaît à peu près 200 gènes différents qui sont mutés chez des patients donc atteints du même type de maladie, mais dont le gène à l'origine de la maladie est différent. Plus de 200 gènes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
toutes les années qui ont passé d'efforts de recherche pour mettre au point cette technique Luxturna ne s'applique qu'à certains patients. Il faut faire ce même type de mise au point pour les autres gènes qui touchent d'autres patients atteints de ces maladies. Et c'est dans ce contexte-là qu'au laboratoire, on travaille sur un autre gène qui est connu également pour être muté chez les patients atteints de ces maladies neurodégénératives héréditaires de la rétine, qui est le gène CRX. Et c'est Jérôme Roger dans l'équipe, qui est un chercheur de l'association Rétina France, qui travaille sur ce sujet-là. Pour la petite anecdote, en fait, c'est qu'il a découvert, à l'époque où il travaillait aux États-Unis, il a découvert des souris qui avaient une mutation spontanée dans un gène. Donc, en fait, c'était des souris qui présentaient des défauts visuels. Et quand il a étudié la génétique et l'anatomie de la rétine de ces souris, il a découvert que ces souris avaient donc spontanément une mutation dans le gène CRX et qui présentait un phénotype, enfin une anatomie de la rétine identique à celle des patients atteints de cette maladie lorsqu'ils sont mutés dans ce gène-là, c'est-à-dire une amorphose congénitale de Leber, c'est-à-dire où des cônes et les bâtonnets ne se développent pas comme il faut. Donc en gros, là, vous voyez quasiment rien, il n'y a quasiment pas de marquage sur ces deux images, parce que chez cette souris qui spontanément a développé cette maladie, ces photorécepteurs ne se développent pas comme il faut. Et donc l'idée, depuis plusieurs années là dans l'équipe, ce qu'ils cherchent, c'est à mettre au point un médicament dans le cas de la thérapie génique pour réussir à introduire dans les cellules de cette souris le gène sain CRX. Et vous voyez ici que chez les souris qui ont été traitées, alors on observe un marquage à la fois des cônes et des bâtonnets, ce qui suggère que ces cellules-là, grâce au traitement, ont pu se développer comme il faut. Maintenant, ça ne suffit pas. Ces cellules, elles se développent, mais est-ce qu'elles fonctionnent ? Comment savoir si la souris, quand elle a ses photorécepteurs qui apparemment se développent correctement, comment savoir si elle perçoit la lumière comme il faut? Alors là, au laboratoire, on a un certain nombre d'approches pour tester cette perception visuelle, et je vais vous en montrer un, qui est un test très simple. Les souris, ce sont des animaux nocturnes, et donc ils n'aiment pas particulièrement la lumière. Donc, quand on met des petites souris dans leur cachette, vous allez voir, elles vont sortir de la droite, on leur met une exposition à la lumière au fond de ce territoire. Là, ça va être très exposé à la lumière, et ici beaucoup moins, et leur petite cachette qui est à la pénombre. Une souris saine, qui voit la lumière, va nécessairement rester davantage dans l'obscurité. Au contraire, une souris qui est aveugle va, elle, aléatoirement aller du côté lumineux ou pas, puisqu'elle ne percevra pas cette lumière. D'accord ? Vous avez compris le test ? Donc, voici les petites souris qui, vous voyez la souris malade qui va très souvent dans la partie qui est très exposée à la lumière, et celle-ci qui reste davantage dans sa petite cachette du côté sombre. Le nombre de passages dans la partie lumineuse peut être quantifié, et vous avez ici sur ce graphe, on voit que la souris saine a été un certain nombre de fois là dans la partie lumineuse. La souris malade a été 2 fois plus fréquemment dans cet espace lumineux, puisqu'elle ne perçoit pas la lumière. Et alors la souris qui était malade, mais qui a été traitée grâce à cette thérapie génique de ce gène CRX, elle revient à un nombre de passages qui est similaire à celui de la souris saine. Et ça suggère que les souris traitées sont désormais capables de transmettre un signal visuel au cerveau. Ça veut dire que les photorécepteurs dont vous voyiez le marquage tout à l'heure sont fonctionnels et envoient un message au cerveau qui permet à la souris de détecter la lumière. L'étape suivante, en ce moment au laboratoire, l'objectif c'est de tester cette approche thérapeutique chez d'autres modèles de dégénérescence, et évidemment à plus long terme c'est de passer à des essais cliniques afin de savoir si ce type d'approche thérapeutique de thérapie génique pourrait être adapté à des patients atteints de dégénérescence rétinienne liée à ce gène CRX. Et pour finir ma présentation,
Je vous ai présenté ici la thérapie régénérative lorsque les photorécepteurs sont complètement dégénérés, la thérapie génique quand on est à un stade où il reste encore des photorécepteurs qu'on peut sauver, et je vais vous parler d'une troisième approche qui, elle, s'adresse également à des patients complètement aveugles qui ont perdu leurs photorécepteurs et qu'on appelle la thérapie optogénétique. Qu'est-ce que c'est que ça, l'optogénétique? L'idée de départ était que, je vous ai dit, nous, quand les photorécepteurs ne sont pas là, l'idée qu'on avait, essayons de remplacer ces photorécepteurs. On va régénérer les photorécepteurs. Mais il y a une autre approche, on peut se dire, comme les photorécepteurs ne sont plus là, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser les autres cellules qui restent dans la rétine, les autres neurones, et faire en sorte que ces autres neurones adoptent la fonction qu'avaient les photorécepteurs? C'est quoi cette fonction? C'est de capter les photons, de capter la lumière et de la transformer en signal électrique pour transmettre cette information jusqu'au cerveau. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas transformer les cellules qui restent, ici ce sont les cellules ganglionnaires, les transformer en cellules photoréceptrices capables d'être sensibles à la lumière, comme le sont les photorécepteurs. Et dans ce cas, on court-circuite ces photorécepteurs et ce sont les cellules ganglionnaires qui vont adopter la fonction des photorécepteurs et transmettre l'information visuelle jusqu'au cerveau. Comment ça marche pour transformer ces cellules en photorécepteurs d'une certaine manière? Eh bien, l'optogénétique, c'est qu'on transfère dans la cellule un gène qui va permettre l'expression d'une protéine photosensible. Donc, une protéine qui est capable de capter la lumière. Mais tant qu'il n'y a pas de lumière, cette protéine est inactive. Par contre, quand elle est éclairée, cette cellule, alors cette protéine photosensible va s'activer et va pouvoir transformer ce signal lumineux en signal électrique et boum, le circuit peut se remettre en route jusqu'au cerveau. D'accord? Vous avez compris le grand principe? Et c'est ce qu'ont fait le laboratoire de Alain-José Sahel à l'Institut de la Vision. Chez un patient aveugle, ils ont injecté cette molécule capable de détecter la lumière. Ils l'ont injectée dans ces cellules ganglionnaires. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une petite subtilité, c'est que comme cette protéine-là, qui est photosensible, est peu sensible, la lumière directe ne suffit pas. Il faut mettre des lunettes pour que la lumière perçue soit ensuite transformée pour pouvoir activer cette protéine sensible. D'accord? C'est juste un petit détail. Entre la lumière et la rétine, il faut qu'il y ait des lunettes qui fassent le travail de transformation de la lumière dans un signal que peut percevoir la cellule ganglionnaire. Je vais vous montrer ici un petit film, donc extrait de la publication de ce laboratoire à l'Institut de la Vision, où vous allez voir et entendre un patient donc, qui était complètement aveugle, qui a reçu ce traitement-là, et qui va dans un premier temps, vous allez voir, le patient n'a pas les lunettes. Donc il a été traité, mais il n'a pas encore les lunettes. Et dans un deuxième temps, ce sera avec les lunettes. Juste pour vous expliquer, parce que ça va aller assez vite. Non, hop. Non, alors attends. Je passe là et je fais ça. Et là, on attend, ça devrait se déclencher tout seul. Je perçois le bord de la table. Enfin, je perçois. Au bout d'un certain temps, je ressens qu'il y a une différence d'intensité. Mais sur la table, je ne vois pas. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, il a dit sur la table, je ne vois rien. Donc là, on voulait qu'il détecte l'objet noir là, qui est posé sur la table. Avec les lunettes, vous voyez qu'il a des lunettes. Ok. Et alors, c'est où? Pardon, c'est sur la droite. Ok. Donc évidemment, grande première, un patient aveugle a pu, évidemment très partiellement, mais réussir à détecter, à toucher un objet. Donc même si évidemment la résolution reste très mauvaise,
il a fallu des mois d'adaptation pour réussir à comprendre comment fonctionnaient les lunettes et que le cerveau se remette à pouvoir fonctionner, à pouvoir comprendre comment ces lunettes fonctionnaient. Néanmoins, c'est une grande première. Et là aussi, il va falloir continuer la recherche pour améliorer la sensibilité de la protéine qui a été injectée et améliorer le fonctionnement, quitte en perspective, on pourrait imaginer une protéine suffisamment sensible pour ne plus avoir besoin de ces lunettes, pour que la lumière visible soit suffisante pour détecter un signal et permettre à ces patients aveugles de visualiser, de percevoir ces objets. Le take-home message, comme on dit, ce que j'aimerais que vous reteniez de ce séminaire, c'est que pour la poursuite, pour le développement de ces approches thérapeutiques, la recherche fondamentale, c'est essentiel. Aucune de ces approches n'aurait pu voir le jour si les chercheurs au quotidien ne travaillaient pas en recherche fondamentale pour comprendre les mécanismes, pour décortiquer comment fonctionne telle ou telle molécule, etc. Donc très important, recherche fondamentale si on veut poursuivre ces développements thérapeutiques. Et d'autre part, j'espère vous avoir convaincu aussi qu'il n'y aura pas une approche qui permettra de soigner tous les patients atteints de dégénérescence rétinienne. Selon si ce sont des patients qui sont touchés dans un gène donné, une maladie héréditaire ou non, si c'est un stade précoce de la maladie, un stade tardif, tel ou tel gène, etc. Il y a tellement de cas différents qu'il va falloir mener de front différentes approches thérapeutiques pour pouvoir au mieux soigner les différents patients atteints de ces différentes maladies à différents stades et dont différents gènes sont atteints. Et donc, pour conclure, je voulais vous présenter et remercier toute l'équipe qui travaille sur ces aspects dont je vous ai parlé aujourd'hui. Alors, il faut savoir qu'il y a du personnel de l'Université Paris-Saclay, du personnel du CNRS et du personnel de l'association Rétina France, qui est une association de patients qui soutient la recherche dans ce domaine. Vous verrez un certain nombre de ces personnes, soit dans les stands, là il y a un stand où vous pouvez voir des petits xénopes dont je vous ai parlé aujourd'hui, et ceux qui sont inscrits dans les étages, là aussi, vous pourrez voir un peu plus nos laboratoires, comment on travaille sur ce dont je vous ai parlé aujourd'hui. Et un autre point important, c'est que la recherche coûte très 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 cher et que tous les projets que je vous ai parlé se font grâce à des subventions, à des financements de tout un tas d'associations, en particulier Rétina France, comme je vous l'ai déjà dit, mais tout un tas d'autres que je vous ai cités ici, qui nous soutiennent financièrement, des agences, des associations, des fondations, etc.